dollars, ce délire virtuel et planétaire. Je reviens aux transhumanistes, donc, et à la oui, aux cybernéticiens transhumanistes. Je vous mets une photo du plus sexy d'entre eux à l'écran. Voilà, donc c'est ces gens qui fomentent à coups de milliards de dollars ce délire virtuel et planétaire qui est en train de s'implémenter, comme ils disent, férocement, ne sont eux-mêmes, au fond, ni véritablement heureux, ni manifestement sains d'esprit. Ils parlent de bien-être en permanence, lequel bien-être est censé être assuré par une application connectée à votre Apple Watch, on avait vu ça la dernière fois, comme si on avait attendu l'Apple Watch pour comprendre qu'il faut pratiquer une activité physique et manger sainement pour être en bonne santé. Entre parenthèses, la gymnastique et la diététique existent depuis l'Antiquité, donc on n'a pas attendu l'Apple Watch pour le savoir, alors qu'ils n'ont à l'évidence nulle notion de ce que sont ni le bien ni l'être. Ça se constate à l'œil nu. Zuckerberg, c'est un éberlué, maladivement halluciné par sa propre existence cauchemardesque. Tim Cook, un maniaque atrabilaire au regard de gardien de camp d'extermination. La généticienne Anne Wojcicki, qui était aussi dans l'extrait du documentaire que j'ai montré l'autre fois dans la séance précédente, c'est à l'œil nu une sorcière souffreteuse qui entend rendre toute l'humanité aussi malheureuse qu'elle. Yuval Harari, avec son crâne de joystick, qui prétend manifestement se venger d'humiliations diverses subies dans sa jeunesse, tandis que Klaus Schwab, que vous avez sous les yeux, je vais vous le mettre quand même en grand, pour le plaisir, Klaus Schwab ressemble comme deux gouttes d'eau au démoniaque chauve balafré de James Bond. Et c'est l'occasion de citer une vieille rengaine française que Céline, Louis-Ferdinand Céline, aimait beaucoup citer, qui ne danse pas fait l'aveu tout bas de quelque disgrâce. Et donc ce qu'il faut se demander, parce que c'est pas seulement de la théorie, c'est pas seulement de la philosophie, c'est pas seulement de la pensée, c'est tout simple. C'est, demandez-vous lorsque vous lisez ou lorsque vous écoutez, ou lorsque vous regardez un Yuval Harari, un Klaus Schwab, un Bill Gates, un Jeff Bezos ou un Elon Musk, si vous les trouvez sincèrement sains de corps et d'esprit. Et puis demandez-vous si vous désirez vraiment abandonner la définition de qui vous êtes à ces vampiriques baltringues-là. Je vais vous mettre maintenant des photos que j'ai trouvées sur un site, pareil, qui répertoriait toutes les expérimentations médicales depuis un siècle ou deux, complètement extravagantes et imbéciles. Et il y en a eu beaucoup, puisque la médecine n'est pas une science exacte. J'en ai sélectionné 3 qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire toujours ce même sadisme, toujours cette même cruauté appliquée à des enfants, à des jeunes, sous le prétexte de les soigner. Il y a quelque chose dans cette idée du soin scientificisé, cybernéticisé, qui est profondément sadique. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, hein, donc je vous donne juste quelques images qui le confirment. Voilà, la première photo, vous voyez, c'était évidemment les lobotomies qui ont eu un vif succès pendant des années au XXe siècle aux États-Unis. Elle a été pratiquée plus de 18 000 fois sur des anciens combattants, des prisonniers, des dissidents politiques et même des enfants mal élevés, voilà, entre 1939 et 1951. Autre photo. Voilà, c'est une autre image de ce même site. Bon, le texte n'est pas très élaboré, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, là, c'était le remède de Wesley, John Wesley, un évangéliste britannique, c'est même pas un médecin, qui consistait à boire 1 litre d'eau froide, appliquer sur le torse un chiffon trempé dans du vinaigre et se faire électrocuter. Voilà. Donc vous voyez, c'était appliqué par des infirmières britanniques sur des enfants. Voilà, dernier exemple, il y en a beaucoup d'autres sur
dans cet article. C'est un site de... Je ne sais même pas ce que c'est comme site. Bon, c'est un site un peu publicitaire hein, qui sert à attirer des clics. Mais et voilà le dernier exemple. C'était le radium qui, au début du XXe siècle, était utilisé. Il y avait, voilà, on appelait ça, vous voyez, carrément un enfant, un bébé, qui est mis dans cette sorte d'armoire qui se nomme le Revigator. C'est un pot à eau en céramique garni de matériaux radioactifs. Et c'était un élément habituel des foyers américains, nous dit le journaliste. L'appareil était conçu pour être rempli d'eau la veille, puis celle-ci était irradiée par l'uranium et le radium contenus dans la doublure, et l'eau était ensuite consommée le lendemain. Voilà. Ce sont simplement des illustrations de quelque chose qui n'est pas assez su, c'est qu'il y a un profond acharnement contre qui fait partie aussi de l'éducation disciplinaire, mais qui a été intégré, principalement dans les pays anglo-saxons, enfin beaucoup dans les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis au XXe siècle, qui a été intégré dans des théories complètement farfelues et complètement arbitraires concernant le sain, la santé et le malsain de la population. Voilà. C'était juste pour montrer que les divagations du World Economic Forum les plus contemporaines et les plus modernes, les plus cybernétiques, ont une longue histoire derrière elles. Et évidemment, pourquoi tout cela a tellement de succès aujourd'hui? Parce que uniquement ces gens sont des ultra multimilliardaires et qui donc peuvent imposer leur délire sans être contredits ni contrecarrés à l'ensemble de la planète. ôter à Klaus Schwab les milliards de dollars de son compte en banque, ou à n'importe lequel des autres, hein, Bill Gates, c'est pareil, là, ils sont parfaitement interchangeables, et vous n'entendez dans ses propos qu'un pauvre dément, banalement paranoïaque, comme il y en a eu déjà tant dans l'histoire des hommes, qui s'exaspère d'imposer à tous sa minable conception de ce qu'être humain signifie. Parce qu'il insiste dessus, je crois qu'on l'a vu la dernière fois dans le documentaire, dans l'extrait du documentaire sur Arte que j'ai passé, c'est que The Great Reset, qui est son invention à lui, finalement, n'est rien d'autre qu'une volonté d'imposer sa définition à lui de ce que c'est qu'être humain. Alors qu'il n'a aucune idée de ce que c'est ni que l'être ni que l'humain. Et qui n'y parvient à imposer sa conception minable de ce qu'être humain signifie que parce que sa fortune lui sert d'écran et d'abîme et de gouffre entre sa monomanie délirante et tout contradicteur véritable. Personne ne vient jamais contredire intellectuellement, formellement, rhétoriquement, un Klaus Schwab dans sa vie, du matin jusqu'au soir. Il est entouré de groupies, il est entouré de chefs d'État qui lui lèchent les bottes, qui forment d'ailleurs, qui formatent, qu'il place, lui et les autres. Vous voyez, c'est pas une théorie du complot, c'est comme ça que ça fonctionne, par cooptation, par lobbying, par cooptation, que lui permettent uniquement ces milliards de dollars. Par concussion, par corruption, évidemment. Il se trouve que lors de la précédente campagne présidentielle, en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait eu une formule qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait beaucoup marqué par sa justesse psychanalytique. Il avait dit « Être milliardaire, c'est une maladie mentale ». Voilà, vous retrouvez ça dans un texte du 18 avril 2017 dans Sud-Ouest, sur le site de Sud-Ouest. La phrase de Mélenchon, c'est « Être milliardaire, c'est une maladie mentale ». Eh bien, il avait parfaitement raison. On ne devient pas milliardaire, et ce mot même de milliardaire qui qualifie un être par son chiffre est ridicule en soi. On ne devient pas milliardaire sans être pris d'une passion morbide, sur fond de lésine et de cupidité pour l'accumulation quantitative. Les milliardaires biberonnés au MIT, devenus les nouveaux maîtres financiers du monde, sont des bien portants imaginaires, car rien de beau, ni de vrai, ni de bien les porte réellement. Et leurs théories ne sont que le détritus intellectualisé de leur nihilisme financier, cette richesse extravagante, hors de toute mesure humaine, qui n'est composée d'aucune valeur d'usage, mais de simples opérations algorithmiques déshumanisées, opérées entre machines sur fond de destruction généralisée. C'est ça la définition d'un milliardaire, d'un multimilliardaire aujourd'hui. Et c'est pour ça que la philosophie de ces multimilliardaires cybernétisés que sont les transhumanistes
elle aussi fait fond sur le ravage et la destruction. On est très loin de grands penseurs de ces questions du sain et du malsain, comme Nietzsche, Artaud, Canguilhem, Foucault ou Ivan Illich, sur lesquels je vais revenir un petit peu dans la seconde partie de cette séance. Je continue un petit peu sur les transhumanismes parce que c'est intéressant, ce sont eux qui dirigent le monde aujourd'hui. Ce sont eux qui dirigent au sens du gouvernail. Ce sont eux qui donnent à l'ensemble des gouvernants de la planète les indications des objectifs à atteindre, avec l'aide de la science, de la technique, de l'industrie et de toutes les forces du capitalisme triomphant, du néolibéralisme triomphant. Donc c'est important de voir ce qu'il y a dans leur caboche, une fois de plus. Il faut savoir que en soi, la corruption n'a rien de nouveau, elle est vieille comme le monde, et avec elle, tous ces rejetons dégénérés, que sont la concussion, la malversation, la prévarication, le trafic d'influence, ce conflit d'intérêts. Mais, grâce à la technologie cybernétique, la corruption est passée de l'autre côté du miroir moral et judiciaire, avec l'invention, une nouvelle invention, ça qui est relativement inédite et qui n'est possible que grâce à la cybernétique encore, qui est celle du compte offshore. Avec l'invention du compte offshore, la corruption a acquis la faculté suprême de l'impunité perpétuelle. Et ça, c'est nouveau. Et comme le progrès n'existe pas, et que le cœur humain est ce qu'il est depuis toujours, Baudelaire écrivait « L'homme civilisé invente la philosophie du progrès pour se consoler de son abdication et de sa déchéance », il suffit d'imaginer ce que serait prêt à accepter, à taire, à dire ou à faire n'importe quel homme, en échange de son enrichissement personnel, sachant qu'il n'aurait jamais aucun compte à rendre à la justice fiscale de son pays ni à qui que ce soit. Réfléchissez 2 secondes et demandez-vous qu'est-ce que serait prêt à faire, ou à dire, ou à ne pas dire, ou à dissimuler n'importe qui à qui on assurerait une richesse immédiate, sans aucune possibilité à jamais pour la justice de venir lui chercher des noises. Et c'est ainsi donc, par le truchement du compte offshore, que s'éclairent toutes les décisions prises depuis le début de la crise par l'OMS, par les membres du gouvernement, par ceux du conseil scientifique, les études trafiquées dans les revues spécialisées, les plus prestigieuses, les points de vue enragés des spectaclistes, éditorialistes et parlementaires à la botte des lobbies pharmaceutiques, tout ce petit personnel scientifico-politico-médiatique au service de la corruption par des laboratoires dont la puissance de feu financière est proprement incommensurable, offshore oblige. La conséquence politique de cette